L'intitulé, c'est Bien vieillir. Alors, bien vieillir, finalement, après, j'ai un petit peu regretté, mais bon, les choses étaient lancées. Plutôt que vieillir, pourquoi pas parler plutôt d'avancer en âge? Parce que l'avancée en âge, c'est depuis qu'on est tout petit. Donc, ça segmente moins les différentes catégories de population que vieillir en tant que tel. Alors après, on pourrait disserter là-dessus, hein. Vieux, c'est pas un mauvais terme non plus, hein. On dit bien jeune, pourquoi on dirait pas vieux? Moi, j'ai pas honte de me sentir plus vieux que je n'étais avant et moins vieux que je ne le serai encore demain. Ça, c'est un petit point duquel je n'avais pas pu discuter, enfin pas pris le temps de discuter avec Henri et Julie. Après, le second point, on a beaucoup insisté sur le fait d'être bien dans sa tête et dans son corps. Les deux sont indissociables. Alors, on pourrait relire nos vieux cours, si on les a gardés, nos vieux bouquins de philosophie du Baïd. Les philosophes se sont beaucoup battus à un moment donné pour savoir si on ne devait pas dissocier l'âme du corps. Bon, au jour d'aujourd'hui, au regard de nos connaissances actuelles, les deux sont clairement indissociables. On est bien dans sa tête et dans son corps, et non pas uniquement bien que dans sa tête ou uniquement bien dans son corps. Il suffit de regarder les sportifs. Un sportif qui n'est pas bien dans sa tête, il fera de mauvaises performances. Le sportif qui est bien et dans sa tête et dans son corps, il fera de bonnes performances. C'est une question un petit peu de bon sens aussi. Quand vous avez mal à la tête, mal au crâne, parce que vous n'êtes pas bien ou mal au ventre, les rapports que vous avez avec votre famille, votre voisinage sont moins bons. Donc, on ne peut pas dissocier les deux, hein. Il faut vraiment avoir cette vision un petit peu uniciste de l'être humain. Après, deuxième réflexion sur cette introduction, pourquoi le 20 mars? Alors, Henri l'a dit, c'est le premier jour du printemps. Donc, quelque part, il suffit de regarder autour de soi, c'est aussi un renouveau. Alors, pourquoi notre période de vie ne serait pas un renouveau, une continuité et un renouveau? Et puis, et ça, c'est Julie qui me l'avait fait remarquer. Moi, je ne savais pas du tout même que cette fête existait. C'est la journée du bonheur. Et je crois même que c'est une journée internationale du bonheur. Et on va essayer de placer nos échanges, hein. J'espère qu'on pourra, avec les moyens techniques qu'on a maintenant, dont on dispose, pouvoir échanger. C'est aussi un petit peu une voie qu'on recherche, hein. Je ne fais pas de nouveau un rappel à la philosophie, hein. Je le ferai sur une autre diapositive. Mais en fait, le but est quand même de trouver cette voie du bonheur. Alors, le bonheur, c'est de l'artisanat. Ceux qui vous font croire que le bonheur peut s'acquérir, qui vous feront croire que le bonheur, il y a des recettes miracles pour le bonheur, non, ça reste vraiment de l'artisanat. Et on va voir ensemble quels sont les différents moyens de pouvoir, si ce n'est accéder au bonheur, mais en tout cas d'y contribuer. Quand on est amené, que ce soit à faire un cours, une conférence, on se réactualise, hein, c'est aussi un des avantages. Et on fait ce qu'on appelle une recherche bibliographique, c'est-à-dire qu'on va chercher dans les articles, dans les livres, un petit peu l'état actuel des connaissances scientifiques. Et du coup, j'ai trouvé dans cette recherche un livre, hein, qui est tout à fait disponible sur la FNAC et qui s'appelle « J'ai choisi de bien vieillir ». Alors, non seulement le contenu, je vous le conseille, hein, c'est un petit opuscule de la collection J'ai lu qui vaut 15 euros, enfin, j'ai plus le prix exact, mais vraiment qui est très, très abordable. Voilà. C'est donc le titre de ce petit opuscule. Et le titre m'a beaucoup plu aussi, c'est « J'ai choisi de bien vieillir ». C'est vrai que c'est un choix, hein, et vous avez fait ce choix aujourd'hui en participant à cette conférence. C'est une démarche volontariste. Alors, c'est une démarche volontariste qu'on rencontre de plus en plus. Votre présence en est un des signes, mais sachez sur le plan scientifique, il y a des
comment dire, des grands, pas groupes en tant que tels, mais en tout cas des représentants importants qui y réfléchissent beaucoup, tels que l'OMS. Et l'OMS développe un programme qui s'appelle ICOP. Alors ça, c'est l'anglais, mais sinon en français, puisqu'il y a donc des représentants français qui participent à ces études. C'est le programme SIPA, soins intégrés pour personnes âgées. Alors, il y a toujours personnes âgées, ce qui est un petit peu embêtant au niveau de la sémantique, mais peu importe, parce qu'en fait, c'est un programme qui s'intéresse à la prévention des éventuelles difficultés pouvant survenir avec l'avancée en âge, de façon à les dépister très très tôt, ce qu'on appelle le repérage de la fragilité. Je prends un exemple, un tout petit trouble de l'équilibre à 60 ans. Si on n'y prend pas garde, il va peut-être évoluer, se sanctionnant 10 ans plus tard par des chutes, avec toutes les cascades que ça peut engendrer, alors même que si ce petit trouble de l'équilibre est repéré suffisamment tôt, euh, des stratégies pourront être mises en place afin de pouvoir prévenir justement cette dégradation de l'équilibre. Alors, il y a d'autres programmes qui s'y attellent, ne sont pas encore lancés, mais bon, je participe à un programme qui s'appelle Smart Bear, qui est aussi à l'échelle européenne. Mais il y a plein d'actions qui se mettent en place et vous avez maintenant des consultations. Alors, ça dépend des services hospitaliers auprès desquels vous êtes, mais des consultations dites de fragilité, donc de repérage de cette fragilité, et qui s'adressent donc dans notre groupe d'âge pas forcément qu'aux plus jeunes, hein, à partir de la cinquantaine, c'est tout à fait possible d'y contribuer. Et je pense que la mutualité a également des consultations dites de prévention. Henri et Julie nous en diront peut-être un mot ou deux sur cet aspect-là. Et puis, si vous souhaitiez un article sur le programme CIPAR, hein, c'est Toulouse, hein, le CHU de Toulouse, hein, qui est le pilote dans ce déploiement OMS. Je lui trouverai des articles qui pourra éventuellement vous adresser. Enfin, il y a aucun souci là-dessus. On peut passer la suite. Alors là, on est. Voilà, bon, très bien. Vous avez parfaitement bien fait, Henri, d'anticiper. Alors, maintenant, c'est de se dire de qui et de quoi parle-t-on? Oui. Alors, de qui? Ben, on parle de nous, mais de quoi? On parle en fait de l'espérance de vie. Et dans l'espérance de vie, il y a deux dimensions. Il y a la dimension des indicateurs bruts, hein, c'est cette diapositive-là, mais que je vais vous commenter parce que elle change un petit peu de ce qu'on entend dans la presse grand public, hein, et l'espérance de vie sans incapacité, qui sera la diapositive suivante. Alors, l'espérance de vie, classiquement dans la grande presse, on entend toujours parler de l'espérance de vie à la naissance. Alors, prenez un petit peu de temps et la diapositive, je pense qu'on arrive à voir les chiffres. Alors, ne tenez pas compte de 2020, hein, parce que l'espérance de vie en 2020 et probablement, malheureusement, en 2021, l'espérance de vie brute en France, enfin en France, dans le monde entier, aura diminué du fait de la pandémie. Donc, référons-nous à l'année 2019, qui est plus une année qui correspond à l'évolution naturelle de l'augmentation de l'espérance de vie. Donc l'espérance de vie dont on entend toujours parler dans la grande presse, c'est l'espérance de vie à la naissance. Donc si je vous donne un exemple, on va prendre donc les colonnes femmes. En 2019, l'espérance de vie à la naissance est de 85,6 ans. Maintenant, si vous regardez l'espérance de vie à un âge donné, donc là, en l'occurrence, pour ce qui nous concerne, à 60 ans, vous avez une espérance de vie résiduelle, entre guillemets, de 27 ans. Donc, l'espérance de vie de quelqu'un à 60 ans n'est pas de 85,6, mais de 60 plus 27,8, soit 87,8 ans. Donc, vous voyez, c'est déjà 2 ans de plus que l'information qu'on nous passe dans la grande presse. Et si vous allez sur la tranche d'âge
supérieur dans les données INSEE à 80 ans, vous avez 11,3 ans de plus de vie, soit 91,13 ans. Hein. Donc 6 de plus que les chiffres qui nous sont donnés en espérance de vie à la naissance. Donc ça, c'est important. C'est important. Et vous voyez que plus on avance en âge et plus le nombre d'années résiduelles augmente hein, par rapport à à l'espérance de vie à la naissance. Alors c'est vrai pour les hommes aussi. Hein, vous regarderez, je voulais simplement vous montrer cet exemple-là et bien positionner le nombre d'années restant à vivre à partir d'un âge donné, 60 ou 80 pour ce qui nous concerne, nous, et non pas uniquement ce qui est l'espérance de vie dite à la naissance, qui est le chiffre qu'on a le plus souvent. Alors, ces données-là, en fait, elles existent depuis trop longtemps, et si vous en parlez à votre banquier ou à votre assurance, eux, ils maîtrisent ça parfaitement. Hein, parce que vous n'aurez pas les mêmes taux de crédit selon que vous souhaitiez faire un emprunt à 20, à 40, à 60 ou à 80. Hein. Ils vont prendre en compte le nombre d'années qui, statistiquement, restent à vivre. D'accord. Alors, ceux qui ont inventé ça, hein, c'est pas les médecins. Hein. Les premiers à l'avoir inventé, c'est l'exemple que je viens de vous donner, c'était la Lloyds hein, en Angleterre, quand le système du crédit s'est mis en place. Voilà. Donc, une donnée qui était plus qu'intéressante pour les financiers. Si on peut passer à la suivante, Henri. Très bien. Alors après, je ne sais pas, vous me dites, Henri, si vous voulez ou rebondir ou des questions au fil de la communication ou à la fin. Enfin, bon, moi, je m'adapte. Hein. Non, non, il n'y a pas de souci. C'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment une introduction très importante. Hein. Mais si jamais il y a des questions, je me permettrai, Pierre, de vous les poser, en vous interrompant très gentiment, bien sûr. Hein. Voilà. Merci, Henri. Alors, ce qu'on entend aussi fréquemment, c'est oui, vivre plus longtemps, pourquoi, à quoi ça sert? Si on peut revenir, ouais, c'est bon. Excusez-moi. À quoi ça sert? Et donc, on donne toujours les exemples que la personne vit plus longtemps, mais au fond d'un lit, dans un hôpital, dans un EHPAD, etc. Alors, ce qu'il est intéressant, c'est de bien différencier l'espérance de vie brute, celle dont on vient juste de parler sur la diapositive précédente, de l'espérance de vie sans incapacité. J'ai repris des données, vous voyez, hein, qui vont de 2005 à 2019, et vous voyez les courbes d'espérance de vie brute et d'espérance de vie sans incapacité. Les deux augmentent, et ça, c'est extrêmement important à retenir. C'est-à-dire que contrairement aux conversations du café du commerce, on vit plus longtemps et mieux. Voilà, ça, c'est une donnée qu'il faut bien avoir en tête. Alors, les explications sont simples. Vous avez 60 ans, vous commencez à avoir une arthrose de hanche. Ben, au jour d'aujourd'hui, vous pouvez bénéficier d'une pose de prothèse de hanche avec des chirurgies mini-invasives, etc. Alors même qu'il y a 20, 30 ans ou 40 ans, ben, votre arthrose évoluait, vous réduisiez votre périmètre de marche, réduisiez vos contacts extérieurs parce que c'est compliqué de se déplacer. Et donc, votre espérance de vie qualitative n'était pas améliorée, ce qui n'est plus le cas au jour d'aujourd'hui. On a des moyens maintenant d'améliorer la qualité de l'avancée en âge. Je pourrais vous citer des exemples, je pense au pacemaker, vous avez un trouble du rythme, ça vous fait faire des malaises, vous tombez, vous chutez, vous cassez un col du fémur, un humérus. Au jour d'aujourd'hui, on pose un pacemaker, vous n'avez plus ces malaises, et donc vous pouvez continuer à vivre en toute tranquillité, en tout cas indemne de ces différents malaises. Voilà. Et le vrai rôle de la médecine aujourd'hui, il est là. Penser que la médecine rallonge la vie, c'est une utopie. Et puis, c'est pas vrai. Les médecins ne rallongent pas la vie.
les médecins améliorent les conditions de l'avancée en âge. L'augmentation brute de l'espérance de vie, elle est plutôt liée à nos conditions de vie qu'à la médecine. Hein, ça, c'est clair. C'est clair. Voilà un petit peu pour ce que je voulais vous dire sur enfin, dénoncer un petit peu ce faux procès qui est de dire on vit plus vieux mais moins bien, etc. Non, non, on a une chance au tirage et au grattage. Hein, on gagne sur les deux plans. Alors, l'idéal de l'idéal, si on poussait le bouchon jusqu'au loin, on a tous enfin l'espèce humaine, toutes les espèces ont un capital de vie qui est lié à une horloge biologique, etc., etc. Une mouche, sa vie, temps de duplication cellulaire, donc pour les mouches, j'en sais rien, c'est peut-être 3 semaines, un mois, etc. L'éléphant a un temps de duplication cellulaire qui lui permet de vivre au bout du nombre de réplications cellulaires qui sont liées à son capital génétique, 120 ans. Les chercheurs nous disent que notre capital génétique, hein, donc alors on parle hors accident, maladie, choses comme ça, permettrait à l'espèce humaine de vivre entre 120 et 140 ans. Voilà, c'est un petit peu le potentiel de l'espèce humaine. Donc, dans l'idéal de l'idéal, et je ne parle pas de manipulation génétique ni rien, hein, mais juste de l'évolution naturelle du vieillissement, de l'avancée en âge des êtres humains, serait de pouvoir vivre jusqu'à 120, 140 ans, donc notre potentiel, en excellente santé. Ça, c'est la médecine, c'est son but. Hein. C'est ce qu'on appelle rectangulariser les courbes. Hein, c'est-à-dire que hop, les gens vivent très bien, et puis un jour, hop, on est arrivé à la fin de son horloge biologique hein, qui dit stop, il n'y a plus d'ADN à répliquer. Maintenant, on décède. Voilà. Bon, mais ça, c'est aucun d'entre nous de notre génération ne connaîtra cela. Hein. Je ne sais pas si ça vous rassure ou pas, mais c'est pour les arrière-petits-enfants des deux qu'on voyait sur le bureau de Françoise. La diapo suivante, Henri. Alors, je vous mets. Pierre, je vous mets l'autre diapositive. Hein. Oui, s'il vous plaît, oui, oui. Voilà. Alors, autre cheminement aussi, c'est celui de la prévention. On a tous l'idée en tête que la prévention, c'est réservé alors, aux enfants, aux adultes. Alors, je viens de dire une bêtise parce que à 85 ans, on est aussi un adulte, hein, mais bon, vous voyez, des fois, le langage nous amène à fourcher. Ou en tout cas aux âges médians, en tout cas de notre vie. En fait, la prévention, elle vaut à tout âge. Et toutes les études le montrent, hein, et donc du coup j'en ai relu plusieurs, toutes les études montrent que la prévention, même débutée à des âges avancés, est pourvoyeuse de bénéfices. Il n'y a pas d'âge pour commencer à mettre en place des éléments de prévention dont on en déclinera certains. Je vous donne un exemple, alors, qui est un exemple qui peut faire polémique, mais qui est quand même intéressant sur le plan scientifique et de ce que je souhaite vous véhiculer comme contenu. On croyait à l'époque que finalement, pour ceux qui avaient fumé toute leur vie, à 85 ans, leur dire d'arrêter de fumer, de toute façon, ils n'en tireraient aucun bénéfice. Et ben, en fait, au jour d'aujourd'hui, on sait que, alors, hors polémique sur est-ce que c'est bien, pas bien de demander aux gens d'arrêter de fumer, mais on sait que ceux qui s'arrêtent de fumer, même à des âges très avancés, en tirent des bénéfices
sur l'apparition des cancers bronchiques, sur l'insuffisance respiratoire, etc. Donc, il y a vraiment pas d'âge pour mettre en place une prévention que l'on souhaite mettre en place. Hein. C'est important, ça c'est aussi un message que je veux passer. Tout ce que je vais vous dire, il faut surtout pas le considérer comme des devoirs. Hein. Et c'est pour ça que le titre du petit ouvrage du professeur François Sorel me semble intéressant, c'est J'ai choisi. On fait des choix et puis dans les préventions, on peut faire un choix ou un autre. Alors pour la prévention, j'ai commencé par le plus facile parce qu'il est d'une évidence majeure dans le contexte actuel, ce sont les vaccinations. Alors évidence par rapport à la Covid, et on a bien vu, alors certes sur des populations très ciblées, bon, on a bien vu l'intérêt des vaccinations contre la Covid dans la population âgée. Et c'est vrai aussi pour les autres vaccinations, hein, d'été coq, hein, même coqueluche. Hein. On peut être atteint de coqueluche à un âge avancé et c'est vraiment des pathologies, alors d'abord qui sont très contaminantes, on peut contaminer son entourage, etc. Bon, je ne vais pas vous faire l'agenda vaccinal, mais sachez qu'il reste d'actualité, y compris chez les plus âgés. On parlera ou on ne parlera pas, mais d'activités de loisirs, type jardinage, etc. La vaccination antitétanique, alors même si les cas sont rarissimes, mais justement du fait de la vaccination, il y a encore quelques cas de tétanos en France, et c'est quand même dommage d'attraper cette maladie-là, alors même que les vaccins existent. Alors, la prévention, elle passe par d'autres éléments qui vont aussi vous parler. Je vais résumer sous quoi, et en plus, je ne vois pas ce qu'il nous raconte. Alors, le quoi, c'est par rapport à l'audition, et je ne vois pas ce qu'il raconte. Pardon. C'est par rapport à la vue. On va prendre l'audition. Physiologiquement, avec l'avancée en âge, nous entendons moins bien les sons aigus. Hein, ça, c'est une réalité. Victor Hugo disait j'entends moins bien, voire je ne sais plus s'il disait pas, je n'entends plus les grillons dans la cheminée. Des musiciens célèbres disaient qu'ils étaient dans les concerts plus embêtés parce qu'ils entendaient moins les violons. Donc, tous les sons aigus étaient moins bien entendus. Alors ça, on a des cellules dans l'oreille interne qui sont spécialisées en fonction du type de son, les sons graves, hein, les infrasons, jusqu'à la limite des ultrasons. Et on perd, Henri parlait de bande passante, on a dans l'oreille, on n'a pas zoom, mais on a des cellules qui nous permettent d'analyser tous les sons de la bande passante. Et les plus aigus, malheureusement, diminuent avec le vieillissement. Sauf que cette diminution est très, 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 très progressive. Hein, ce n'est pas un barotraumatisme de plongée ou d'une explosion à côté de vous. Donc, ça survient tellement progressivement que c'est insidieux. Et puis, un jour, vous vous retrouvez en réunion de famille, vous en comprenez pas bien ce que les gens disent, vous n'entendez pas bien ce que le dernier né est en train de raconter par rapport à ses prouesses physiques. Et on est déjà arrivé dans la difficulté qui est celle de ne pas comprendre la conversation autour de nous, donc de risquer de s'isoler. Voire même, je vais l'aborder un petit peu après, mais voire même d'avoir des diminutions des facultés cognitives, hein, c'est-à-dire des capacités d'orientation dans le temps, etc., etc. Et ça, en fait, c'est très simple. Ça demande de faire un petit effort, c'est d'aller passer un audiogramme de temps en temps et pas forcément d'attendre que l'on soit gêné dans les conversations courantes. Hein, c'est le signe de la cocktail party, ça. Hein. Il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps. On n'arrive plus à discriminer ce que dit notre interlocuteur en face parce qu'il y a trop de bruit de fond autour de nous.
donc un audiogramme de temps en temps, et savoir se faire appareiller quand il le faut. Maintenant, on a des prothèses auditives, c'est des vrais bijoux d'électronique, alors qui auront un coût, hein, mais il y a une loi ou un décret récent quand même qui en prend en charge une très grande partie. En tout cas, D'ailleurs, le docteur, problème, oui, si je peux me Henri. permettre, juste pour rebondir, hein, Pierre, il y a effectivement ce qu'on a appelé le 100% santé, hein, qui d'ailleurs est en action en vigueur maintenant depuis le 1er janvier, notamment sur l'audition, mais pour l'optique et le dentaire depuis plus d'un an, et depuis le 1er janvier 2021. Donc, il y a un 100% santé sur les aides auditives. Et ce qu'il faut savoir, c'est que n'importe quel audioprothésiste, vous pouvez aller faire un audiogramme qui est absolument gratuit. C'est un examen, comme le docteur Le Serre nous a parlé, qui est gratuit. Vous pouvez le faire. Et il y a ce dispositif existant du 100% santé sur les aides auditives qui peut être mis en place. C'est ce qu'on appelle un panier de soins. Et il ne faut pas hésiter. On est vraiment dans de la prévention, hein. Ça, là-dessus, merci, hein, Pierre, pour cette info, parce que je pense que c'est important. On est tous, nous, susceptibles dans l'âge. C'est très progressif, malheureusement. Et des fois, on ne s'en rend pas compte. Et on s'en rend compte un peu trop tard, quoi. Merci Henri d'avoir enrichi cette donnée-là. Alors, ni Henri ni moi n'avons d'action chez Audica ou concurrents, hein. Non, 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 Euh, non, pas du tout. mais clairement, allez-y. Alors, allez-y, j'allais dire dès demain, non, mais et j'ai appris ce matin que ce type de magasin restait ouvert. Alors, non, je pense qu'il n'y a personne de la région parisienne des Hauts-de-France, mais reste ouvert malgré le freinage, hein, puisqu'on ne parle plus de confinement, hein. Tout à fait. Alors, il en est même pour les visions. Alors, l'œil se modifie avec l'avancée en âge, hein. L'œil, c'est comme un appareil photographique, hein. Il y a des lentilles. Alors, lentilles, c'est cristallin. Il se pacifie avec le temps. Alors, il se pacifie de la même manière que l'on perd l'écoute auditive très doucement, insidieusement, mais il se pacifie insidieusement. C'est pareil, hein, une chirurgie de cataracte au jour d'aujourd'hui. Je ne vais pas dire que c'est rien, hein, il ne faut pas banaliser, ça ne se fait pas comme ça sur un coin de table, mais ce sont quand même des chirurgies maintenant, que ce soit au laser ou avec des implants, qui sont extrêmement faciles, où ça se fait la petite chirurgie ophtalmologique ambulatoire. Après, il y a aussi la rétine, hein, la rétine qui vieillit aussi. Alors, pour la rétine en tant que telle, on peut en dehors des MLA sèches ou humides, hein, pour lesquels il y a des traitements, mais pour la rétine, on ne peut pas forcément faire grand-chose, mais s'adapter. Je vous donne un exemple très concret, puisqu'on est dans une région ensoleillée. Là où, il y a 40 ans, vous rentrez sur l'autoroute bien ensoleillée, vous rentriez dans un tunnel sombre, vous aviez une capacité d'adaptation visuelle extrêmement rapide. Et de la même façon, en sortant, vous aviez une capacité d'adaptation très rapide. Il faut savoir qu'avec le vieillissement, il faut savoir que cette adaptation va être un petit peu moins rapide. Donc, il vaut mieux éviter de rentrer à 160 sous le tunnel. De toute façon, il vaut mieux pas le faire, même si on a 20 ans. Aussi, pour vous parler des yeux, c'est pareil, hein, je crois qu'il faut, c'est une contrainte, hein, moi j'entends tout ça, mais il faut aller voir régulièrement l'ophtalmologiste. Où est-ce qu'on en est de mon tonus oculaire? Parce qu'il y a quelque chose qui nous guette tous. Alors, il y a des facteurs familiaux, mais pas toujours. C'est le glaucome à angle ouvert. Donc, c'est une hypertension oculaire qui s'installe très, très progressivement. C'est pareil, hein, c'est insidieux et qui vient donc abîmer la rétine. Et le diagnostic, il est très simple. L'ophtalmologiste mesure la tension oculaire. Bonjour, votre tension oculaire, elle est normale, revenez me voir dans un an. Ou alors, écoutez, elle est limite, ça vaut peut-être le coup, ce sont des collyres. Collyre, c'est pas compliqué à mettre. Voilà. C'était deux petits exemples de tous les jours pour vous montrer que la prévention dans le domaine
neurosensorielles, donc l'audition et la vision, sont vraiment importants. Et puis, je ne peux pas tous les décliner. Il faudrait passer la journée à voir un petit peu tout ce que la science médicale permet d'apporter aujourd'hui. C'était quoi notre docteur? C'est se tenir au courant de ce qui se passe pour les traitements antihypertenseurs. On a fait d'énormes progrès dans les 20 dernières années. Il y a des traitements qui sont excessivement bien tolérés, en prise unique, avec des résultats sur les chiffres tensionnels qui sont excellents, voilà, etc. Les traitements par vitamine D aussi, alors c'est encore des sujets qui sont un petit peu encore en débat parmi les médecins, mais quasiment plus, il y a consensus. Il faut prendre une ampoule de vitamine D régulièrement, alors 50 000 tous les mois ou 100 000 tous les 2 mois. Enfin, là, on ne va pas se battre sur des histoires d'école médicale, mais on est tous carencés en vitamine D. Moi, je suis des Hautes-Alpes, hein, et on avait comme ça sur des jeunes hein, qui en étaient d'accord. Donc les jeunes ici, ils ont toujours les bras à l'air, on a un soleil du tonnerre ici. Et ben, ils avaient des carences en vitamine D. Le soleil ne suffisait pas à compenser leur carence en vitamine D. Donc il faut se complémenter en vitamine D. Une ampoule, ça ne mange pas. Voilà. Je vous donne encore un autre exemple, mais on pourrait les démultiplier à l'infini. J'étais un petit peu provocateur et puis c'était pour faire écho à prévention, c'est tenir à sa peau. Alors, de deux façons, c'est je tiens ma peau parce que j'ai pas envie de faire un AVC parce que j'ai pas suivi ma tension, j'ai pas envie de m'arrêter de conduire parce que j'ai 2 dixièmes dans un œil et 1 dixième de l'autre parce que j'ai jamais fait un suivi de tenue oculaire. Et puis il y avait tenir à sa peau aussi en tant que tissu cutané. On a un capital cutané et ça on l'a à la naissance. Et il faut le préserver. Tous les coups de soleil qu'on attrape durant notre vie active, on risque entre guillemets de les payer ensuite. Voilà. Donc, il faut un petit peu casser cette image de pour être quelqu'un de bien, il faut être jeune, beau, bronzé. Alors moi, je rajoute souvent avoir un super beau métier et plein de loisirs, sachant que les deux dernières assertions sont souvent incompatibles. Il faut préserver sa peau. Donc, les conseils de santé publique que l'on nous donne sont les bons. Il faut éviter de trop s'exposer au soleil. Ce n'est pas pour autant que le taux de vitamine D montera. Il vaut mieux prendre la vitamine D en ampoule. Et on évitera d'avoir des cancers cutanés, d'avoir des dégénérescences cutanées, des peaux qui s'affinent, deviennent beaucoup trop fines et sèches. Voilà. On peut passer la suivante, Très bien. Henri. Voilà. Alors, dans le contexte, hein, j'ai fait exprès aussi, c'est une toile de fond, donc je le dis, on fait des choix. C'est aussi de mettre une toile de fond optimiste et de bonne humeur. Voilà. Et ça, je crois que c'est important. Je ne dis pas que les gens déprimés vivent moins longtemps que les autres, mais en tout cas, ils vivent plus mal. On a une anecdote comme ça qui circule un petit peu quand on veut se détendre entre médecins, qui est quelqu'un vient voir son médecin, docteur, je voudrais vivre plus longtemps, qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Alors, le docteur, type docteur Knock, dit il faut vous coucher à 20 heures, vous lever à 6 heures, comme le faisaient les anciens dans les campagnes avec l'Angélus. Il ne faut plus fumer, il ne faut plus boire, il ne faut plus avoir ça, il ne faut plus manger de viande comme ça, etc. Et donc le malade dit après, vous êtes sûr que je vais vivre plus vieux? Ah, le docteur lui répond, ça je ne sais pas, mais le temps va vous sembler plus long. Je pense qu'il faut garder un petit peu de raison garder, comme disaient nos anciens présidents.
Alors, cette vision optimiste, donc, sans lui en avoir payé les droits, j'ai fait un copyright, j'ai changé Yes We Can de Barack Obama en Yes We Can, parce que je fais partie d'un groupe, pour décliner un petit peu tout ce que l'on peut, quelle est l'énergie, qu'est-ce qu'on peut transmettre euh, dans nos actions, dans nos activités. Et je voulais parler du travail. Alors Henri a bien introduit. Alors sans controverse, hein, surtout qu'il n'y ait pas de manifestation houleuse, le travail peut être un moyen d'investissement dans sa vie. Bien évidemment, ça va dépendre du travail qu'on exerce. La personne qui a fait un métier extrêmement physique à l'extérieur, difficile, bien évidemment, ce monsieur, cette dame, parce qu'il y a plein de métiers difficiles, heureusement qui peuvent partir en retraite. Après, l'exemple cité, celui de médecin, je ne parle pas des chirurgiens, chirurgiens ont un métier qui est physiquement difficile ou des urgentistes qui doivent se réveiller à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, mais pour la médecine dite classique, qu'elle soit spécialité ou générale, ce sont des métiers qu'on peut exercer très 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 longtemps. Je vous donne un petit exemple. Je travaille donc comme médecin coordinateur, mais également comme médecin de soins dans une clinique qui est aussi à Digne-les-Bains. Un des médecins a 74 ans, l'autre 70. Et ils travaillent, ils font très très bien leur travail et ça pose vraiment aucun problème, tant au point de vue des connaissances que des capacités de venir voir les malades dans leur lit, etc. Voilà. Donc on peut tout à fait admettre que certains métiers peuvent se poursuivre beaucoup plus longtemps que les âges un petit peu obligatoires de la retraite et que d'autres, par contre, mériteraient peut-être des retraites un petit peu avant les âges officiels. Alors, il y a d'autres moyens de s'exprimer aussi, de pouvoir s'investir. C'est le bénévolat. Alors, je ne vais pas rentrer dans toute la sphère du bénévolat qui est immense. Il est constaté, c'est un constat, hein, ce n'est pas un jugement de valeur, mais que le bénévolat est plutôt en perte de vitesse. Moi, je trouve que c'est dommage. Moi, je trouve que c'est dommage. Alors, c'est dommage pour ceux qui bénéficient du bénévolat. Hein, je pense au Resto du Cœur, au Secours populaire, aux autres grandes structures de bénévolat. Mais je trouve que c'est dommage aussi pour les bénévoles, parce que c'est un moyen de s'investir, d'être utile. Et puis, contrairement au travail, c'est vraiment à temps choisi. Hein, c'est-à-dire on peut dire à la structure bénévole, bah, moi je peux libérer 4 heures par mois, mais c'est que 4 heures, ce sera une demi-journée par mois, tel jour, parce que je vais à la pêche, je m'occupe des petits-enfants, etc., etc. Donc, c'est une forme d'épanouissement. On a parlé d'épanouissement dans son travail, qui est lié quand même à certains types de métiers. Et il y a le bénévolat, et le bénévolat, c'est une forme d'épanouissement. Après, il y a sa famille aussi. Bien évidemment, j'aurais même peut-être dû mettre famille en premier. C'est une bêtise de ma part que de l'avoir mis en troisième position. La famille, alors, bon, je pense que certains d'entre vous sont grands-parents. Alors après, il y a des éloignements qui font que, mais combien d'entre nous n'ont pas été la nounou pendant les vacances que la fille ou le gendre prenait voilà, il y a un investissement. Alors, quand il y a en plus une relation de proximité, il y a aussi aller chercher les enfants à l'école. Voilà. Et puis, je voulais faire un petit peu de publicité, je n'ai pas honte de le faire, pour une association qui s'appelle Grand Parrainage, que je connais bien et avec laquelle j'ai beaucoup de liens. En fait, le Grand Parrainage vise à mettre en contact donc des grands parrains, donc des seniors, avec ce que la fondatrice Michèle Joyot a appelé des petits filleuls. Hein, ce pas des petits enfants. Hein, il n'y a pas de confusion à avoir avec des liens familiaux. Et ces liens visent à ce que
dépasser le clivage des générations. C'est un petit peu la vieille dame qu'on avait dans notre rue à une époque et qui nous emmenait le dimanche au square du coin pour aller voir un petit peu les fleurs qu'il y avait, etc. C'est une très belle association et je suis en tout cas très fier d'y appartenir et vous pouvez tout à fait prendre contact avec cette association si ça vous toque. Alors là, on était sur des éléments qui sont des éléments travail, bénévolat, famille. Il y a les loisirs aussi. Alors tous ceux que l'on n'a pas pu exercer pendant notre activité professionnelle, probablement parce qu'on ne s'en est pas donné non plus les moyens, euh, mais bien évidemment qui sont aussi des modalités d'investissement, de préhension de la vie envers l'extérieur. Alors les loisirs, ce n'est pas forcément des choses très compliquées, hein. Peu de temps, là, je discutais, peu importe le contexte, hein, mais, je discutais avec une infirmière d'un patient que j'avais suivi, qui était un petit peu en difficulté pour assumer son loisir parce que sa femme était malade. Et son loisir, vous savez, c'était faire des parties de boules 2 heures, 3 fois par semaine. Et ben, cet homme est épanoui donc, du fait de pouvoir faire cette partie de boules avec les copains. Voilà. Donc, il ne faut pas forcément chercher des loisirs très compliqués. Alors, après, vous avez des loisirs dont on tire, au-delà de la satisfaction du plaisir, et c'est ça l'important, dont on peut tirer aussi des bénéfices sur le plan cognitif. Euh, il est montré au jour d'aujourd'hui que des loisirs de type jouer au bridge, jouer aux échecs, etc., permettent d'améliorer les fonctions cognitives et de les préserver, de les préserver et de les améliorer. Après, il ne faut pas jouer au bridge pour jouer au bridge si ça ne donne pas envie. Mais tous les jeux, tous les petits jeux comme le Sudoku, les mots croisés, les mots fléchés, etc., sont des jeux qui permettent, si ça plaît, de pouvoir justement augmenter ses fonctions cognitives. Donc, il faut vraiment il faut essayer de trouver son loisir. Et le loisir, ça peut être les philatélies, hein. Juste trouver son pôle d'intérêt. Voilà. Et je vais terminer par, enfin, cette diapositive-là sur une étude qui a été faite par des psychiatres. Alors déjà, ça c'est remarquable. Je me moque, mais c'est pas vrai. J'aime beaucoup les psychiatres. Et qui visait à montrer s'il y avait un rapport entre l'investissement que l'on a dans la vie, ce qu'ils appellent le purpose in life, le PIL, et les modalités de vieillissement en termes d'autonomie, en termes de dépression, en termes de préservation des activités de vie quotidienne. Et ils ont montré que plus l'investissement d'une personne était important, et moins la diminution d'autonomie était sévère, Oui. meilleur était le moral, et plus les activités de vie Donc, quotidienne il faut étaient lui conservées. réclamer. Alors, je vais vérifier qu'on n'est pas fait, hein. En janvier, ça fait ça. Et normalement, Moi, j'avais comme si elle avait payé Alors, en mars Il 2020. y a quelqu'un malheureusement qui est en train de parler avec son micro. Donc, je vous remercie de bien vouloir juste l'éteindre, sinon on ne pourra pas entendre le docteur. Hein, je vous remercie. donc, et après, quand ils ont été chercher quel était le périmètre de cet investissement, ce n'était pas forcément des investissements, donc d'élan vital, majeur. C'était pas être. On parlait souvent, on a parlé à un moment donné de la vitamine du pouvoir. C'était pas l'investissement d'être président de la République. Pour certains, l'investissement c'était le potager, mais avec comment dire un élan vital par rapport à
à ce potager, que les résultats étaient identiques à ceux qui avaient des investissements peut-être beaucoup plus importants. Mais on voit que ce n'est pas le périmètre de l'investissement qui fait, mais son intensité. Et le potager valait autant que les responsabilités de présidence de la République. Enfin, là, il n'y avait pas de président de la République dans leur étude, mais en tout cas des actions avec des périmètres très, très larges. Il y a une autre étude qui a montré ça en France, et juste deux mots quand même dessus, c'est l'étude Chronos, alors qui date, qui a une bonne quinzaine, si ce n'est un peu plus d'années, qui avait un gros biais méthodologique, parce que c'est une étude rétrospective, donc je ne vous passe sur les détails d'analyse, des analyses statistiques, mais qui regardait quel était le profil des centenaires ou plus, profil psychologique. Et globalement, cette étude montrait que le profil psychologique des centenaires et plus avait été pendant leur vie précédente des profils de personnes positives et constructives. Voilà. C'est comme si le fait d'être de bonne humeur, de s'investir, d'aimer l'autre, de s'aimer soi-même, d'avoir envie de faire des choses le matin, c'est comme si quelque part c'était un bon nutriment pour vieillir plus longtemps et donc mieux aussi. Donc, docteur, si je vous suis bien, Pierre, donc en fait, le bonheur ou être heureux ou se réveiller le matin en ouvrant sa fenêtre et puis écouter les oiseaux ou regarder un jardin, ça fait partie comme vous le dites, des nutriments du bien vieillir, peut-être. Oui, tout à fait. Votre réflexion, Henri, on utilisait cette formule qui était la vitamine du pouvoir. Je pense qu'on devrait changer, enfin pas changer, mais trouver une autre forme, complétée par une autre formule qui est la vitamine du bonheur. Oui, clairement, les gens positifs, constructifs vivent mieux et plus longtemps. Alors, ça n'empêche pas les accidents, ça n'empêche pas les pépins aigus de maladies, mais enfin, sur un parcours indemne d'accidents et de pépins aigus de maladies, c'est sûr que les gens positifs vivent mieux. Ça, en tout cas, c'est ce que montrait l'étude des psychiatres américains, et c'est ce que montrait, avec un biais méthodologique et l'analyse rétrospective, mais ce que montrait l'étude française Packwood. Après, c'est montré aussi, pas l'étude Packwood, pardon, Chronos. L'étude Packwood, qui est une très belle étude française, qui a été menée par le CHU de Bordeaux, va aussi dans le même sens, plus en s'attachant sur les capacités cognitives. On pourra en dire deux mots si ça vous intéresse tout à l'heure. Une étude de cohorte qui a suivi pendant une bonne vingtaine d'années des seniors pour voir comment évoluait leur fonction cognitive. Et certains indicateurs étaient moins prédictifs de détérioration et, entre autres, le fait d'avoir meilleure morale permettait de garder des capacités cognitives de meilleure qualité. On peut passer à la suivante, Henri ? Bien sûr. Alors, hop. Alors, on a passé en revue un petit peu ce qui était l'ordre de la prévention, qui était très, entre guillemets, médicalisé en tant que tel. Il y avait un petit peu aussi en quoi l'élan vital, la capacité à s'ouvrir à l'autre, à avoir une activité pouvait être bénéfique. Et on a maintenant de multiples études, alors quelles que soient les catégories d'âge, quel que soit le type de sport, pour montrer que l'activité physique est une mesure de vieillissement réussi. Alors, quand je dis l'activité physique adaptée, l'idée n'est surtout pas de rechercher la performance, mais l'investissement que l'on a dans ce corps. On a bien parlé au début de l'aspect lié entre la tête et le corps.
de faire bouger son corps. Pour ça, je dis bouge, un petit peu comme disent les jeunes. Alors, après, si on regarde les études, plus l'activité physique, toujours adaptée en fonction de ses capacités, hein, est intense et plus elle est intéressante. Je vous donne un exemple parce que c'est l'étude que j'ai relue il y a vraiment peu de temps. La marche nordique apporte plus de bénéfices que la marche lente. Mais la marche lente, elle apporte quand même plus de bénéfices que de rester sur son canapé. Et puis la marche nordique, il faut avoir le myocarde qui fait bien, il faut avoir les artères des jambes qui font bien, etc. Donc, il ne faut pas vouloir faire absolument de la marche nordique parce qu'elle apporte des bénéfices supérieurs à d'autres. Il faut que ce soit adapté à ce qu'on aime, petit a, et, et à ses capacités. Voilà. Après, il ne faut pas s'en faire non plus, comment dire, une montagne. Les études ont montré que la marche 3 heures par semaine apportait déjà des bénéfices. Alors, 3 heures par semaine, c'est une demi-heure par jour, 6 jours de la semaine. Lequel d'entre nous serait en difficulté pour faire une demi-heure de marche, c'est 15 minutes aller, 15 minutes retour. Moi, il me semble que c'est des efforts consentis qui sont quand même peu importants. Après, dans Marche, c'était une autre étude encore qui montrait, c'est que sur ces 3 heures hebdomadaires, tout pouvait être inclus, y compris faire le ménage, le jardinage, etc. Donc, vous voyez, on est quand même sur des seuils de bénéfices qui sont pas très difficiles à atteindre. Pour les urbains, c'est descendre une station de car, de bus avant, ou de métro. Enfin, le métro, les stations sont assez longues à Marseille. Mais oui, on est sur des choses qui sont tout à fait réalistes et réalisables. Et puis, c'est aussi la mobilisation de sortir, voir des amis, ses voisins, d'aller jusqu'au, je le dis tout ça avec beaucoup d'ironie, d'humour, hein, mais d'aller jusqu'au bistrot pour discuter avec les copains, avoir les conversations du café du commerce et qui sont bonnes en tant que telles, hein. Il ne faut pas tout croire, mais c'est intéressant d'avoir ces relations. C'est intéressant, c'est important d'avoir ces relations sociales. Il faut éviter de boire un ballon à chaque fois qu'une conversation s'instaure, ou en tout cas un seul de la journée, quoi. Voilà. Donc, il faut bouger, il faut cette activité physique en tant que telle dont on a montré les bienfaits sur le plan médical, et aussi bouger, sortir de chez soi, aller ailleurs. Et il y a encore très très peu de temps. Alors ça, c'était pas sur une lecture de l'article, hein, c'était sur une discussion avec, peu importe, mais la nièce d'une dame. Et cette dame, manifestement, n'allait pas bien et elle disait, je regarde la vie à travers ma fenêtre. Moi, ça m'a beaucoup choqué, ça. Enfin, marqué et choqué. Mais il faut surtout, il faut pas regarder la vie à travers sa fenêtre. Il faut ouvrir la porte, il faut aller dehors. Alors, ça demande des efforts, tout ça, hein. Ça demande des efforts parce que plus on se replie, et plus on se replie, et plus on se replie, moins on a tendance à vouloir sortir, etc. Il faut faire le premier pas, quoi, comme disait la chanson, le premier pas. Et dans les sports aussi, j'y pense parce que, mais nous médecins, hein, je veux dire, il faut qu'on sache faire notre autocritique, hein. Moi, quand j'étais assistant à la PHP, on se moquait des sports comme le tai chi ou des choses comme ça. Au jour d'aujourd'hui, il y a des études qui nous prouvent que le tai chi est un sport dont on retire les bienfaits, qui ménage les articulations, qui permet une meilleure concentration, qui augmente les fonctions cognitives. Alors, il y en a d'autres, hein. J'ai le tai chi en tête parce que la paix, ça avait été à un moment donné un sujet d'intérêt. On avait malheureusement résolu de façon plutôt négative de notre côté, mais bon, maintenant, c'est tombé dans le positif. La danse, c'est pas un sport, c'est pas un sport. En tout cas, est un facteur contributif de bon vieillissement. Les premiers qui l'ont montré,
Je dis ça, c'est l'anecdote, hein, c'est pas très ancien, hein, qui l'ont démontré sur le plan scientifique. Ce sont les Brésiliens avec le tango. Voilà. Ils ont démontré que le tango permettait un meilleur vieillissement. On peut passer à la suivante, Henri? Tout à fait. Alors, on ne peut pas parler de bon vieillissement sans parler d'alimentation. Alors, sur cette diapo, je pense que je ne vais pas vous apprendre grand-chose parce que les messages de santé publique maintenant sont très bien passés. J'aurais juste une anecdote à vous donner. Alors, les régimes méditerranéens, régimes crétois, je ne vais pas vous en faire plus la publicité que ce que vous aviez sur vos écrans télévisés auparavant, mais clairement, c'est bénéfique, et notamment dans le domaine cardiovasculaire. Alors, quand on sait que le domaine cardiovasculaire, alors, les pathologies, bon, les déclinaisons, vous les connaissez, les infarctus, les artérites des membres inférieurs, les accidents vasculaires cérébraux, etc., 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 mais joue aussi sur les fonctions intellectuelles. C'était une des grandes surprises d'il y a 20 ans, où sur un gros essai qui avait eu lieu sur un traitement antihypertenseur, l'étude avait montré qu'il y avait une diminution des troubles cognitifs liés aux problèmes vasculaires, mais également de la maladie Alzheimer. Alors ça, pour nous, c'est un pavé dans la mare, hein, parce qu'on avait bien l'habitude de dissocier ce qui était vasculaire d'une part et ce qui était dégénératif d'autre part. Donc, il y a un lien entre le vasculaire et le dégénératif. Alors, on ne maîtrise pas bien encore, etc. On sait que quand on traite bien l'hypertension des patients, il faut quand même moins de maladies Alzheimer derrière. Mais le lien intime, on ne pige pas encore complètement. Voilà. Enfin, on sait que ça marche, c'est déjà le principal. Donc, on sait que ces régimes méditerranéens, crétois, alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier finalement? Il ne faut pas non plus, il faut un petit peu désacraliser tout ça. Ben, en fait, ce sont des régimes qui sont un petit peu plus riches en légumes. Ben, pourquoi? Parce que c'est des pays pauvres, il n'y a pas de la viande comme dans les plaines de Buffalo Bill. Ils ont mis ils mettent de l'huile d'olive parce que bah, là-bas, c'est de l'huile d'olive. Sont avec des acides gras non saturés. Donc c'est tout bête en fait, il n'y a pas de mystère derrière. Hein. C'est pas parce que la tomate elle pousse sur les bords de la Méditerranée qu'elle améliore le bon vieillissement. C'est tout simplement parce que on mange plus de tomates, on mange plus de légumes, etc. En fait, c'était lié à leurs contraintes alimentaires et à leur manque d'argent pour acheter de la viande rouge qui était dans la rare. Voilà, donc rien de secret là-dedans. Moi, je sais pas. Moi, je trouve que ce sont enfin, les régimes de ce type-là sont toujours bons. Alors, les goûts et les couleurs, vous allez me dire, je ne sais pas combien on est tous ensemble, mais on est aussi nombreux à être ensemble que de goûts alimentaires différents. Mais clairement, ce sont des manger de type méditerranéen ou crétois, et même si on appelle ça autrement, c'est de toute façon excellent. C'est la publicité des 5 fruits et légumes. Alors, c'est là où je voulais vous raconter une anecdote, parce que moi, m'a beaucoup marqué pour me dire que finalement, 5 fruits et légumes, c'était pas si facile à comprendre que ça. Alors, l'anecdote, c'était, je ne sais plus, il y a 7-8 ans, je ne sais plus, il y avait une grande messe organisée par le CRES, donc Comité régional d'éducation à la santé, donc CRES-PACA à Marseille, donc dans un grand amphithéâtre, et il y avait des professionnels, mais il y avait été invité les lycées. Et, donc les scientifiques présentent, etc. Et puis un des collégiens ou lycéens me pose la question, mais quand je mange mon Big Mac, alors d'une chaîne de restauration rapide qui commence par Mac,
Dans mon hamburger, j'ai une tranche de tomate, j'ai un bout de salade et puis j'ai du concombre. Et si je bois en plus après un jus de fruits, est-ce que je suis presque à mes 5 fruits et légumes? Donc, bien évidemment, non. Mais le gamin était sincère, hein. Donc, c'est-à-dire que le message, il n'est pas clair. C'est 5 fruits et légumes en quantité, en portion suffisante. Bon, il faut boire sans soif. Pas la même chose que le capitaine Haddock, mais il faut boire 1,5 litre par jour. C'est vite fait, hein. C'est 6 à 8 verres par jour. C'est vraiment pas compliqué. La suivante, Henri. Ah, Très, très rapidement, une dimension importante de l'être humain, c'est l'amour. L'amour qu'on porte aux autres, à sa famille, etc., puis qu'on porte à sa conjointe, sa compagne, etc. Je cite, hein, c'est pas un plagiat, c'est une chanson du Dutronc que j'ai aimée à l'époque. C'est l'amour, ce n'est pas comme le charbon, on n'en épuise jamais le filon. Et il reprend après dans le couplet tendresse, caresse, etc. Euh, En matière d'amour, alors je parle de cet amour-là envers pareil, sa conjointe, son conjoint, pardon, je fais auto-centré là. Rien ne se crée, rien ne se perd, mais tout se transforme. Ça, c'est une réalité, hein. La performance, pas le monde de le dire, hein, la performance des hommes et des femmes, bah, elle change avec l'âge, hein. C'est comme ça, hein. Il y a des données physiologiques, voilà. Par contre, quand on dit ça se transforme, bah, il peut y avoir des adaptations tout à fait satisfaisantes pour, pour continuer d'aimer son partenaire. Voilà. Je vous en donne une petite blague de blagounette de Carabin. L'amour, c'est comme les MMMs. Quand on a 20 ans, c'est matin, midi et soir. Quand on en a 40, c'est mardi, mercredi, samedi. Quand on en a 60, c'est mars, mai, septembre. Et quand on en a 80, c'est mes meilleurs souvenirs. Eh bien, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On peut continuer d'aimer de façon différente jusqu'à, il y a des très belles études qui le montrent, je vous passe sur les détails, mais qui montrent que des hommes, des femmes de 90 ans ont toujours des relations sexuelles. Voilà. Et je crois que c'est une bonne chose. Il faut voir à travers ça l'amour qu'on porte à quelqu'un d'autre. On passe à la suivante. oui. Alors ça, je vous laisse parler parce que c'est vous, Henri. Ah oui, alors, donc, en fait, je vais vous présenter très rapidement un programme qu'on a mis en place, comme Pierre vient de nous en parler. L'amour, les relations affectives, bon, ce sont des choses qui sont fondamentales, hein, et qui sont vraiment importantes, et peu importe l'âge qu'on a, je crois que c'est des choses sur lesquelles qui sont universelles, et que ce soit par rapport au temps ou que ce soit par rapport aux personnes. Donc la Mutualité française Sud a mis en place un programme sur tous les départements de la région PACA, avec c'est un ciné, ce qu'on appelle un ciné-débat, un ciné-santé bien vieillir. Et ce sera donc avec la présentation d'un film qui s'appelle Les Petits Ruisseaux avec Daniel Prévost, qui est un comédien hors pair et non seulement drôle, mais aussi tendre, et qui sait vraiment. C'est un remarquable comédien. Le film aussi est avec Bulogier, Hélène Vincent, peut-être que vous connaissez aussi. On va mettre en place donc ces ciné-débats sur les 6 départements de la région PACA. Alors, vous avez sur la diapo suivante, vous avez les différents lieux et dates sur lesquels auront lieu ces ciné-débats. Alors, sur Riez, qui est dans le 04, donc là où Pierre euh, exerce à Digne, bon, la date n'est pas encore déterminée, mais
vous avez le mail de ma collègue Martine Vinatier, vous pouvez lui envoyer un mail, elle vous donnera la date. Hein. Sinon, vous avez dans le 05 à Tallard, donc le 18 juin. Vous avez après, il y aura 2 dates. On espère pour les personnes qui sont sur Cannes, on mettra aussi ça en place sur Cannes, hein, notamment avec la structure Cannes Bel Âge, on mettra ça sur place. Donc sur Nice, vous avez la Cinémathèque de Nice et puis le cinéma Mercury, pour ceux qui connaissent, qui est place Garibaldi. Pour le 13, nous avons Aubagne, donc avec mon collègue Fabrice Bouzon, le 8 octobre. Alors après, nous avons le Var, Saint-Raphaël et Draguignan. Alors ça sera plutôt au mois de juin, donc c'est assez proche. Et puis le dernier département qui est le 84, où là, nous allons avoir Carpentras au mois de septembre. Donc n'hésitez pas à envoyer un mail, vous avez les numéros de téléphone. Je vais mettre sur le chat la bande passante de discussion, je vais mettre ce document. Vous pourrez donc télécharger et ainsi vous aurez l'ensemble des numéros de téléphone ou des emails sur lesquels vous pouvez appeler pour avoir des renseignements ou vous inscrire tout simplement ou vous inscrire pour ces représentations. Pierre, je vous relaisse la parole et je m'occupe de mettre ça sur la bande passante. Ok, boomer. Alors, j'aime beaucoup cette expression, alors qui est tournée un petit peu en dérision par les plus jeunes. Alors, boomer, c'est pour en fait catégoriser notre génération, parce qu'on est du baby boom. Alors, on est du baby boom, on est mamie et papy boom maintenant. Mais j'aime beaucoup boomer. Je trouve que c'est assez joli. Enfin, moi, ça me plaît bien, ça fait assez dynamique. Alors, même si c'est un petit peu ironique de la part des jeunes, moi je le prends plutôt dans l'autre sens et vraiment je vous invite à le faire, en faire autant. Boom, je suis un boomer, moi je trouve ça plutôt bien. Alors, vous dites à l'association, il y a une association qui s'appelle Hold Up. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais rien que l'acronyme, moi, me plaisait beaucoup. Ce sont des gens extrêmement dynamiques, hein, en fait, qui militent pour d'autres associations. Hein. C'est un regroupement d'associations, des gens très dynamiques. Dites-leur sans humour que ce sont des boomers, ils allaient voir leur réaction, ils n'ont pas leur langue dans leur poche. Alors, je vais poser une question, là, on peut pas le faire, hein, c'est dommage, mais poser une question. D'après vous, qui est le président de la plus grande puissance mondiale actuelle? Ah, alors, déjà, c'est laquelle moi, je pensais que c'était les États-Unis. En fait, selon les indicateurs qu'on consulte, ça peut aussi être la Chine. Alors, peu importe que le grand chef à plume, ça soit celui de la Chine ou des États-Unis. Xi Jinping, 68 ans, Biden, 78. Donc, on n'est pas sur les trentenaires des 40 ans. Donc, on voit bien que le rôle social, entre guillemets, avec plein de guillemets de part et d'autre, de ces gens-là, de ces deux présidents-là, est pas lié à leur âge. Bon, Biden, quand il terminera, il aura 82 ans, donc c'est un âge tout à fait correct pour un président d'une des deux premières puissances mondiales. Alors, Xi Jinping, on ne sait pas, parce que c'est souvent à vie, hein, je vais faire mal voir par les services chinois, mais c'est certainement, il n'arrêtera pas non plus à 69. Donc l'idée d'agisme, vous savez, ce truc qui dit les vieux, ils sont bons à rien, etc., c'est une bêtise. Alors vraiment, c'est une bêtise monumentale. Je pourrais vous le décliner sous plein d'angles différents. Être âgé, c'est pas synonyme d'être inactif. C'est être productif, pas forcément en termes de production matérielle telle qu'on dit, mais aussi en termes de production économique, etc. Je passe très rapidement là-dessus, mais il ne faut surtout pas se laisser enferrer dans cette histoire d'agisme qui est plus une projection de société qu'une réalité. Hein, on fait dire à la société que les boomers ne servent plus à rien, c'est totalement faux.
Si vous y arrivez, Henri, on passe à la suivante. Oui, 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 je vais essayer d'y arriver. Ça devrait Mais sans vous fonctionner. perturber, je vous félicite parce que du coup, voilà, juste la suivante, c'est parfait. La suivante, hein. Non, c'est pas Alors, celle-là. ah non, c'est pas celle-là. Mince. Attendez, je vais y arriver, Pierre. Alors, oui, mais allez-y, il n'y a pas de souci. Alors, la diapo suivante, qui est quasiment une diapo de fin. Je fais toujours en essayant d'être le plus positif et constructif avec l'humour possible. Elle s'intitule Coucou Sophie. Alors, Coucou Sophie, c'est une pause que je fais dans tout ce que je vous ai Mince, raconté. mince, mince. C'est pour se référer euh, à tout ce qui est l'essence un petit peu de l'être humain et le temps qu'on doit se donner pour y réfléchir. Et en fait, c'est la philosophie. Donc là, plutôt que aimer la philosophie, aimer la sagesse, hein, philosophie, j'ai plutôt choisi de prendre l'interjection Coucou Sophie. C'est de se poser un petit peu les uns les autres, quel sens on donne à notre quotidien, à ce qu'on est, à ce qu'on veut faire. Euh, Petite phrase comme ça qu'on disait de façon humoristique à l'époque, qui suis-je, où cours-je, dans quelle étagère. Je crois que ça vaut le coup de se poser, de se dire, bon, finalement, quel est le sens de ce que je fais, de ce que je veux faire, de ma vie. Voilà. Alors, on ne va pas rester trop longtemps là-dessus, mais parce que c'est pareil, ce sera un vrai débat, ça, une introspection, mais euh, quel sens je donne à tout ça? Voilà. Hein, qu'est-ce Voilà, que d'autant plus, Pierre, que j'arrive pas à passer la dernière diapo, hein. Je suis vraiment désolé. J'ai un petit problème technique, je vous prie de c'est m'excuser. c'est une censure, Henri, je prends comme ça. Hein. Ah mince. Voilà. Bon, donc c'était pour terminer par ça, c'est prendre le temps à un moment donné de se poser. Voilà. Hein, de plus arrêter de courir ou de se recroqueviller, mais de réfléchir et de voir un petit peu ce qu'on a envie de faire de nous-mêmes. Voilà. Et donc, c'était quasiment la conclusion, Henri, et à travers la dernière diapo, je tenais vraiment à remercier la Mutualité française parce que je trouve que ces actions, elles ont parlé juste à l'instant de sens, elles ont du sens. Le sens, il est tourné vers vous.